Vous connaissez sans doute tous ce film culte, ses scènes, ses répliques, son casting, sa musique. Un film qui a traversé le temps, les époques, qui se regarde toujours avec autant de plaisir aujourd'hui, peut-être même encore plus qu'à l'époque. Ça, c'est les bons films de Jean-Yann, ils se dégustent encore mieux aujourd'hui qu'à l'époque, je trouve. En tout cas, celui-là en fait partie. Un film avec un budget absolument pharaonique, les circonstances l'exigent, et qui a connu un succès énorme, voilà, qui a traversé le temps. Et pourtant, c'était très loin d'être un succès écrit à l'avance, vraiment très très loin. Ça aurait pu être un désastre. Et donc ça, c'est l'histoire de 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ que je vais vous raconter dans cette vidéo. Donc si le sujet vous intéresse, restez avec moi. Nous sommes en 1981, après Jésus-Christ. Notre ami Jean-Yann vit aux États-Unis depuis plusieurs années. Et puis, il vit sa meilleure vie là-bas. En fait, il vit son rêve américain à lui. Et dans son coin, il bricole une petite histoire sur fond d'antiquité métaphorique qui sera un portrait de la société française, à sa manière, donc c'est-à-dire avec une pointe de mesquinerie. Il est en train, à nouveau, d'écrire une histoire un peu en forme de vengeance, comme il a l'habitude de faire dans chacun de ses films. Donc, voilà, ah bah non, il vit son rêve américain dans son coin. Et en fait, à cette époque-là, il faut savoir que Jean-Yann a de gros problèmes avec le fisc français, donc il en a un petit peu plein les fesses du système français. Donc il bricole son histoire sur fond d'antiquité métaphorique qui sera un portrait de la société française. Il s'agit d'un projet tout à fait original et ambitieux puisqu'il va s'agir d'un péplum français. Donc quelque chose d'absolument jamais vu à l'époque. Les péplums, ça existe bien entendu, mais il n'y a jamais eu de péplum français jusqu'ici. Donc voilà, Jean-Yann va ouvrir la voie, d'autant que, vous le savez, il n'y a pas non plus d'adaptation d'Astérix en live action. Donc là, Jean-Yann va vraiment initier un truc. Donc voilà, un projet ambitieux et original qui nécessite beaucoup de moyens. Donc Jean-Yann envisage d'abord de se tourner vers ses amis américains, puisqu'il les adore, il adore l'Amérique. Et bon, il est vrai que les Américains, quand il s'agit de produire de gros films, ils savent mettre la main au porte-monnaie. Mais qui dit financement américain dit aussi casting américain, de manière à ce que le film puisse se vendre aux États-Unis. Business is business. Sauf que Jean-Yann, lui, tient à avoir un casting français. Donc là, on a un petit schmilblick qui va être réglé par un Deus Ex Machina du nom de Claude Berry. Claude Berry, vous le connaissez sans doute, j'en ai parlé plusieurs fois ici parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Il est producteur, réalisateur et acteur. Donc c'est quelqu'un qui à la fois connaît le business, a le sens du commerce, mais c'est aussi quelqu'un donc qui a une fibre artistique et qui fonctionne aussi à l'envie. Donc c'est-à-dire qu'il ne va pas que produire des films commerciaux. Il fonctionne aussi avec... il aime aussi produire des films tout simplement qu'il a envie de voir. Et ça, c'est quand même génial. Et Claude Berry, il adore tout ce qui est film drôle. Donc, s'il a la garantie qu'un film va le faire rire, il le produit. Et ça, alors que il sort de l'échec du film Tess de Roman Polanski. Mais il a quand même ce côté un peu je vais prendre un risque. Donc là, c'est une prise de risque, oui, parce que bon, c'est un projet, comme je vous l'ai dit, complètement original, mais c'est un risque qu'il est prêt à courir. Et il va, alors ça, je n'ai pas le détail, mais il va permettre à Jean-Yann de revenir en France malgré ses problèmes fiscaux. Donc là, voilà, c'est leur petite tambouille à eux, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais voilà, c'est Claude Berry, c'est un magicien, et donc il permet à Jean-Yann de revenir en France. Il lui produit son film et en plus, il lui laisse les mains libres. C'est la première fois que Jean-Yann n'est pas producteur de son film, ou même ne serait-ce que coproducteur. Parce que jusqu'ici, il a toujours eu ce rôle-là. Là, il est vraiment juste réalisateur et acteur dans son film, et scénariste bien sûr. Donc c'est une expérience aussi nouvelle pour lui. Claude Berry donc lui laisse le champ libre, il lui fait confiance, il n'interfère pas dans ses choix, à l'exception d'une chose. Il lui impose Coluche dans le rôle principal. Coluche, vous le savez, c'est la coqueluche. Pardon, c'est drôle. Coluche, la coqueluche. J'ai 4 ans et demi.
Coluche, c'est le chouchou de Claude Berry à l'époque. Voilà, il a produit pas mal de ses films. Enfin, c'est son producteur attitré. C'est une garantie que le film fonctionne. Coluche, hein, les gens vont en salle pour voir Coluche. Donc, il lui impose cet acteur-là. Coluche accepte pour des raisons financières hein, qui le concernent. Et Jean-Yann accepte aussi que Coluche soit dans le film parce que c'est Claude Berry qui finance, donc il faut bien aussi qu'il accepte quelques conditions. Mais il faut savoir, et ça je l'ai appris hein, en faisant mon petit boulot, que Jean-Yann en fait n'avait pas du tout l'intention de travailler avec Coluche. Hein. C'était pas du tout le choix de Jean-Yann hein, d'avoir Coluche dans son film. Et ça je ne m'en serais pas douté en fait. Ce sont deux personnes qui ont un humour relativement différent, qui viennent de deux milieux différents d'ailleurs. Et en fait, ils s'entendent pas exceptionnellement. Je pensais, en ayant vu quand même le film un certain nombre de fois, qu'il y avait une certaine alchimie entre les deux, je sais pas, ils s'entendaient bien, mais non, ça n'est pas le cas. Jean-Yann fait preuve d'une certaine condescendance envers Coluche sur le tournage. Voilà, mais heureusement, ça ne se ressent pas à l'écran, mais bon, c'est comme ça, hein, ça reste le monde du travail, on ne peut pas s'entendre avec tous ses collègues, et là, en l'occurrence, c'était pas l'amour fou entre Coluche et Jean-Yann, néanmoins, c'était une relation évidemment très professionnelle et respectueuse, donc c'est l'essentiel. Bon, Jean-Yann reconnaîtra quand même, après la sortie du film, avoir pas mal bridé Coluche sur le tournage, c'est-à-dire qu'il lui a laissé peu ou pas de place à l'improvisation, alors que quand même Coluche a cette habitude-là. C'est un film voilà, qui a été très écrit et qui a laissé peu de place donc à l'improvisation, sauf pour Michel Serrault, le chouchou de Jean-Yann, mais ça on y reviendra après. Pour mener à bien ce projet plutôt colossal, Claude Berry va s'associer à Pierre Grunstein, un autre producteur très connu en France, et à Tarek Ben Ammar, un jeune producteur tunisien à l'époque. C'est l'un de ses premiers films qu'il fait en même temps que Plus beau que moi tu meurs, également en Tunisie, également un très grand film. Et Tarek Ben Ammar, comme il est tunisien, eh bien, il s'occupe principalement de fournir les infrastructures et les lieux donc en Tunisie, là où une très grande partie du tournage a lieu. De son côté, Jean-Yann va compléter le casting avec ses copains, et même vraiment avec tous ses copains, parce que là c'est vraiment une grosse ribambelle d'acteurs, je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais voilà, on compte entre autres Michel Auclair, Paul Mercé, Darry Cole, Paul Prébois, et puis évidemment Michel Serrault, l'acteur fétiche de Jean-Yann, son partenaire le plus fidèle, qui l'accompagne à travers presque tous ses films, pour notre plus grand bonheur. Et il faut savoir que Michel Serrault, au départ, n'était pas forcément très enclin à jouer dans 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Alors imaginez un peu 2h moins le quart avant Jésus-Christ sans Michel Serrault. Qu'est-ce qui resterait ? Bon, il resterait Coluche, d'accord, c'est sympa, mais sans Michel Serrault, non, c'est vraiment la vedette du film, on est d'accord. Alors pourquoi cette réticence ? Tout simplement parce que Michel Serrault sort du tournage de La Cage aux Folles, ça doit être le deuxième à l'époque, parce que je sais plus, ça fait pas longtemps qu'il a fait La Cage aux Folles en film, et il a tout simplement peur de faire une redite, de se copier, parce que Jean-Yann lui demande de jouer un César quand même ambigu, et donc il n'a pas envie de refaire le même numéro que ce qu'il a fait. Donc Jean-Yann le rassure, lui dit que non, ce sera pas une copie, ce sera un nouveau rôle à jouer, même si effectivement ça ressemble un peu à Zaza Napoli. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, Michel Serrault s'est laissé convaincre et il s'en est vraiment donné à cœur joie. Ça se voit qu'il s'amuse comme un petit fou quand il fait ce genre de rôle. Et je dois dire que, même si aujourd'hui on a un public peut-être un peu plus délicat qui n'apprécierait pas forcément ce genre de numéro de grande folle, voilà, faut le dire, il joue la grande folle. Il faut reconnaître que, en fait, si ça passe aussi bien, c'est parce que c'est Michel Serrault. Et que Michel Serrault, il n'y a pas une once de méchanceté dans la façon dont il joue le personnage. Et il le fait, il apporte aussi son élégance, voilà.
Michel Serrault, c'est quelqu'un d'élégant, donc quand il fait la grande folle, et ben ça passe. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est choqué par le jeu de Michel Serrault, parce que voilà, je dirais pas que c'est fait avec bon goût, mais c'est fait avec une certaine élégance, et c'est vraiment un numéro, un grand numéro, qui donne aussi tout son sel au film, hein, faut bien le dire. Pour le coup, Michel Serrault bénéficie des largesses de Jean-Yann, hein, qui le laisse improviser certaines scènes, et notamment le fameux monologue sur l'homme, vraiment l'un des sommets du film, où en fait Michel Serrault s'est inspiré d'un vieil acteur, j'ai oublié le nom malheureusement, pour composer ce discours absolument drôlissime. Et c'est une scène qui a été, vous vous en doutez, très difficile à tourner, parce que Jean-Yann était plié en deux, il ne s'attendait pas à ce que Michel Serrault lui sorte un tel numéro. Voilà, donc heureusement, Jean-Yann quand même a été un peu souple avec Michel Serrault, son grand ami. Il lui a laissé des libertés. Alors, l'une des preuves pour lesquelles Claude Berry a vraiment été souple avec Jean-Yann, c'est qu'il lui a laissé compléter le casting en attribuant le rôle de Cléopâtre à Mimi Coutelier. Alors Claude Berry, lui, il a envisagé quelqu'un plutôt de la trempe de Catherine Deneuve. Alors j'aime beaucoup Catherine Deneuve, mais je pense pas non plus que ça aurait été le meilleur des choix pour ce rôle. Quoique, je sais pas ce que ça aurait pu donner avec elle. Mais ce qui est certain, c'est que avec Mimi Coutelier, c'est raté, comme dirait Coluche. Et Claude Berry, comme beaucoup d'entre nous, ne goûte pas les talents d'actrice de Mimi Coutelier, donc c'est un petit peu la douche froide. Mais voilà, c'est la preuve aussi qu'il était vraiment très souple avec Jean-Yann, qu'il ne l'a pas trop enquiquiné, il lui a laissé choisir ses acteurs et ses actrices, voilà, à l'exception de Coluche. Mais bon, là, il faut bien dire que c'est peut-être le gros point noir de 2h moins le quart avant Jésus-Christ, parce que, je le redis, mais c'est vrai que la petite, elle joue comme un pied de table, hein, c'est catastrophique. J'arrive pas à m'y faire, et pourtant le film, je l'adore, hein, mais c'est vrai qu'à chacune de ces scènes, c'est un peu la plaie, quoi. D'autant que elle est quand même entourée de gens hyper talentueux, comme Darry Cole notamment, donc c'est sûr que son jeu, son absence de jeu, enfin non parce qu'elle essaye, c'est pas une absence de jeu, c'est vraiment un jeu pas juste, qui en tout cas contraste complètement avec celui des mastodontes qui l'entourent, donc c'était pas forcément une bonne idée, enfin c'était une mauvaise idée quoi, une idée de merde, mais bon c'est comme ça, et ça va amener quelques tensions sur le tournage aussi, parce que une partie du casting, très admiratif de Jean-Yann, ne comprend pas ce choix aveugle d'attribuer le rôle de Cléopâtre, donc un rôle important dans le film, à Mimi, qui ne sait pas jouer. Alors bon, pour ne pas trop non plus enfoncer le clou, parce que c'est quand même quelqu'un qui a des qualités, et moi je n'aime pas être méchante envers les gens, Mimi Coutelier, elle a quand même fait une grosse contribution au film, vraiment pas des moindres, parce que c'est elle qui s'est occupée de dessiner les costumes. Et quels costumes! Ils sont quand même magnifiques, donc pour ça on peut la remercier. Heureusement, elle a eu cette contribution dans le film qui, allez, soyons sympas, compense largement son absence de talent d'actrice. Voilà, on va être sympathique. Mimi Coutelier d'ailleurs se fera aussi charrier par Coluche durant le tournage, donc il y a quand même de petites contrariétés sur ce tournage qui néanmoins se fait globalement dans une bonne ambiance. En dépit de ces petites contrariétés, le tournage se passe quand même dans de très bonnes conditions, en tout cas au niveau de l'ambiance. Pour vous donner une petite anecdote pas piquée des hannetons, nous étions à une époque où Michel Serrault fumait beaucoup, et pas du tabac. Et donc Tariq Ben-Ammar, étant tunisien, connaissant bien la police locale, bien moins souple que la police française, lui avait demandé de ralentir, voire d'arrêter sa consommation. Et comme Michel Serrault était un vilain garnement,
eh bien, il avait fait ce qu'on appelle un space cake, c'est-à-dire un gâteau à la bœuf, à la Marie-Jeanne, si vous préférez. Et il avait invité la police locale à venir déguster ce gâteau. Il faut savoir que, bon, fumer, ça a des effets, mais alors, quand vous mangez du space cake, c'est quand même autre chose, hein. Là, ça vous atomise. Voilà, donc c'est Michel Serrault. C'est le vilain garnement sur le plateau qui fait des petites blagues comme ça, mais voilà, c'est pour vous donner un aperçu de l'ambiance du tournage qui devait vraiment être très sympa. Tournage très sympathique au niveau de l'ambiance, mais qui pose certains problèmes au niveau de la technique. Parce que c'est un tournage, vous vous en doutez, très complexe. Il y a des animaux, des figurants par milliers, des infrastructures immenses, enfin beaucoup de paramètres à maîtriser. Et c'est là que les limites techniques de Jean-Yann se sont fait ressentir. Parce que jusqu'ici, Jean-Yann, oui, il a une expérience de réalisateur, il a fait des films, souvent des films avec ses copains, avec pas non plus des tonnes de moyens. Et là, on le met à la tête d'un budget de 40 millions de francs, donc quelque chose d'assez énorme pour l'époque. Il est censé réaliser un blockbuster, oui. Sauf que, il n'a pas du tout les méthodes de travail qui conviennent. En fin de compte, Jean-Yann n'a pas du tout préparé de plan de tournage et globalement, en fait, n'a rien préparé avant de venir sur le plateau, tel un enfant qui n'aurait pas fait ses devoirs avant d'aller à l'école. Voilà. Donc le tournage, au lieu de s'étaler sur 10 semaines, va en durer 14. On a vu pire, mais ça entraîne quand même un gros dépassement de budget. Voilà. Et bon, le film finit quand même par se faire. Il n'y a pas d'incident majeur sur le tournage, si ce n'est que le rythme pépère, la désorganisation de Jean-Yann s'accommode assez mal avec les exigences d'un blockbuster tel que 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Au niveau du résultat, ça se voit pas trop non plus, tout va bien. Et le truc, c'est que Claude Berry, le producteur principal du film, c'est quelqu'un en fait de très délicat, de très respectueux, si bien que même s'il voit le désastre en train de se faire devant ses yeux, il n'ose pas intervenir auprès de Jean-Yann. Mais la première projection arrive, et là, c'est de nouveau la douche froide. La sentence de Claude Berry est irrévocable, le film est raté. Voilà, le film est raté selon Claude Berry, là ça devient compliqué. Alors il faut savoir que la première mouture du film dure 2h30. Claude Berry va sortir son costume de producteur traditionnel, il va raboter dans tous les sens le film de manière à ce que le film dure 1h45, soit la durée annoncée dans le titre. Voilà, ça c'était la Claude Berry's Touch. Et c'est principalement le personnage incarné par Françoise Fabian qui va subir ces coupures. En fait, Françoise Fabian, donc dans le film, joue la femme du consul incarnée par Michel Auclair. Et le but de ce personnage, donc il était initialement beaucoup plus développé, c'était donc de mettre en scène un couple qui n'arrête pas de s'engueuler et en fait de montrer que le consul, c'était juste un pauvre type qui se faisait marcher dessus par sa femme et son gosse aussi qui apparaît beaucoup plus. Donc ce personnage va quasiment disparaître du montage final, il reste vraiment pas grand chose de l'histoire avec Françoise Fabian. Et en tout cas, j'ai eu une sorte d'illumination là en revoyant le film. J'ai capté un truc, c'est qu'en fait, mais depuis le début, mais c'est Françoise Fabian qui aurait dû jouer Cléopâtre. Parce que elle a le physique et elle a les capacités d'actrice. Et imaginez un peu si Françoise Fabian avait joué Cléopâtre. Mais là, le film, il est très bien. Hein. Enfin, moi, je l'adore. Mais alors là, ça aurait été, on aurait tutoyé les sommets, quoi. Enfin, mais bon, ça ne s'est pas fait. Donc ça, c'est un regret. Et le deuxième regret, c'est que, à l'époque, les scènes qu'on ne gardait pas, on les détruisait. Pour la plupart, il en reste quelques-unes, j'ai pu voir quelques scènes coupées sur mon Blu-ray qui est là. Une jolie édition. Voilà, donc j'ai vu quelques scènes coupées, mais la plupart en fait ont été détruites parce que à l'époque ils pensaient pas
Enfin, ils n'avaient pas anticipé l'existence des DVD et des Blu-ray, donc tout ce qui est bonus, tout ça, ils s'en moquaient. Donc malheureusement, on ne verra jamais de version Director's Cut de 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Et ça, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc, en tout cas, voilà, Claude Berry, il a raboté à mort le film pour que ça dure 1h45. Donc, d'une part, pour que ça corresponde au titre du film. Et puis, parce que c'est aussi une durée plus acceptable, entre guillemets, pour les spectateurs. Quand vous allez au cinéma, que vous ne connaissez pas le film qui vient de sortir et que vous voyez qu'il dure 2h30, vous pouvez avoir quelques réticences. Donc là, hop, ça c'est réglé, il dure 1h45. Mais il a quand même peur que le film fasse un gros bide. Donc, en plus, comme je le disais, il sort de l'échec de Tess. Donc là, il a un petit peu peur, hein, parce que il risque aussi la faillite. Hein. Donc, foutu pour foutu, il va élaborer une campagne promotionnelle absolument dantesque, avec affiches à gogo, teaser et compagnie. De sorte que, même si en fait il ne croit absolument pas au film, hein. Pour lui c'est un film raté, hein. Il n'y croit pas même quand le film est raboté, pour lui c'est foutu, mais de manière à sinon rentabiliser le film, en tout cas limiter les dégâts, limiter les pots cassés. Voilà, il entend, il cherche à faire en sorte que le film marche bien dès sa sortie, de manière à ce que s'il y a un bouche à oreille négatif, les effets s'en fassent pas trop ressentir, quoi. Voilà, donc il met la gomme pour que le film fonctionne dès sa sortie. Et heureusement, ça fonctionne, et non seulement ça fonctionne à sa sortie, mais en plus c'est un succès, puisque le film va enregistrer 4 millions d'entrées, ce qui est vraiment un beau score, donc tout va bien, le film rentre dans ses fonds, tout ça, et puis on est en 2025 et on parle encore de ce film. C'est un film qui a accédé au rang de film culte parce que Jean-Yann, il a fait quand même du bon boulot, même si c'était très mal barré. C'est un film qui est vraiment bourré d'humour, donc que j'ai vu à peu près 60 milliards de fois, je crois, hein, on est proche de ce chiffre. Et encore dernièrement, là, je l'ai revu, je l'ai fait découvrir à mon petit neveu de 5 ans qui était hypnotisé par le film, ça m'a fait plaisir. Et en fait, je redécouvre encore des choses, parce que Jean-Yann, il a vraiment bourré son film de détails visuels, c'est vraiment du travail incroyable. C'est comme si Jean-Yann avait anticipé que les gens regarderaient le film plusieurs fois, parce que à force de le voir, votre regard peut se promener pendant les scènes, et donc découvrir plein de petites choses, et ça c'est vraiment génial. Donc ça reste un film en plus, même si Jean-Yann était entouré de plein de personnes qui l'ont épaulé, ça reste quand même un film de Jean-Yann avec son humour, avec son côté je ne prends pas vraiment parti, je me moque de tout le monde. Bon, en l'occurrence, dans ce film, il se fout quand même pas mal de la gueule des Français. Je pense notamment à la scène où Coluche s'adresse au public. Voilà, bon, il n'y a pas trop besoin d'expliquer cette scène, hein, mais bon. Malgré les petites moqueries de Jean-Yann envers les Français, voilà, c'est un film quand même qui est très appréciable. Et puis, c'est un film aussi qui va parler du contexte de l'époque. Là, on a toutes les allusions à la crise pétrolière, par exemple. Mais en même temps, si ce film traverse aussi bien le temps, c'est parce que, d'une part, visuellement, il est hyper beau. Jean-Yann, il a été assez malin pour justement utiliser l'Antiquité. Le contexte de l'Antiquité fait aussi que le film, finalement, ne vieillit pas trop, parce que tout ce qui est costume, décor, c'est un péplum, donc ça traverse beaucoup mieux le temps que son film précédent, Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Voilà, si 2h moins le quart avant Jésus-Christ s'était passé dans les années 80, bon, déjà l'histoire aurait été autre, mais le film il n'aurait pas vécu aussi longtemps et aussi bien que 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Bon, et puis c'est un film qui ouvre la voie aux Astérix, hein, faut bien le noter. Il ne manque que Astérix et Obélix dans ce film. Je veux dire, tout est prêt là, on les attend, quoi. Enfin, je crois qu'il y a un truc
qui est absolument génial dans ce film, mais vraiment génial, ben, c'est la musique. Autant, voilà, pour continuer un peu la comparaison, autant dans Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, ben, la musique, elle était, contribue aussi à ce que le film ait autant vieilli. Autant 4 ans plus tard, donc là en 82 avec merde. Autant 4 ans plus tard, en 82, avec 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, la musique, elle est extraordinaire. Et moi je l'écoute souvent et je sais que j'ai des amis qui sont même pas forcément fans du film, qui l'ont vu mais qui sont pas hyper fans. Ben, ils écoutent aussi la musique. Jean-Yann, là, a collaboré avec Raymond Alessandrini et la musique de 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, elle est absolument dantesque. Et les paroles en faux latin sont très drôles et en même temps, mais c'est un vrai banger, quoi. La musique dans la boîte de nuit, mais je sais pas, moi, c'est hyper dansant. Ou alors la scène d'aérobic, mais vraiment, la musique, elle déchire, quoi. Donc ça, je pense que c'est un détail, mais bon, les détails, ça compte. Et cette musique absolument exceptionnelle a aussi sans doute aidé le film à traverser le temps. C'est un peu la musique là, c'est un peu le dernier étage de la fusée pour que le film soit une masterclass. Et 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, vous en conviendrez, c'est une masterclass. Donc voilà, après on peut toujours titiller parce que bon, si on n'aime pas Jean-Yann, c'est difficile d'aimer ce film parce que ça reste quand même un film avec peut-être comment je pourrais dire, on ressent le rythme un peu nonchalant du bonhomme, quoi. On sent qu'il a été épaulé par d'autres personnes, mais voilà, il y a toujours ce rythme un peu nonchalant, cet humour pince sans rire qui forcément ne convient pas à tout le monde. Et puis bon, bah là, la petite crotte de nez sur les Français, mais bon, on lui pardonne parce que ce film est vraiment trop réussi. C'est aussi une bonne idée peut-être de la part de Claude Berry d'avoir mis Jean-Yann un petit peu en retrait de manière à ce qu'il puisse exister avec d'autres personnes. Moi je trouve que le couple Coluche, enfin le trouble Coluche, Michel Serrault, Jean-Yann, mais c'est parfait, quoi. J'en redemande. J'aurais vraiment voulu voir les 2h30 du film, mais peut-être que je ne l'aurais pas aimé autant. Jean-Yann commercial, il faut le dire, parce que c'est pas entièrement son film, c'est aussi le film de Claude Berry. Ça reste un film exceptionnel et ça fait partie du top des films de Jean-Yann. Et oui, là on a quasiment terminé avec Jean-Yann puisqu'il nous reste Show Business qu'on n'a pas encore fait et puis Liberté, Égalité, Choucroute. Et là j'ai vraiment hâte de vous en parler. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas vu 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, dépêchez-vous d'aller le voir, je ne sais pas. Et donc moi, en attendant, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année. Si on ne se revoit pas d'ici là, je ne sais pas encore. Et puis, je vous dis à bientôt et bougou chez vous.